bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'avoir répondu présent à ce webinaire, hein, pour ceux qui sont présents en face de moi. Puis merci aux internautes, hein, qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre rapidement au cours de cette réunion. Alors nous allons discuter et échanger autour d'une problématique qui a été soulevée par le professeur Ortega de Ballon, que je présenterai dans quelques instants, concernant la pertinence d'une chirurgie dans un contexte d'urgence vitale chez les personnes âgées. Deux points, quels enjeux éthiques? Donc, on aura l'occasion, au cours de cette heure, de débattre sur ces questions éthiques qui sont posées par cette interrogation. Alors, on reviendra bien évidemment sur le titre et aussi les mots qui constituent ce titre, hein, qui sont très, très importants et qui ont été choisis de façon très correcte. Alors, ce webinaire a été conçu et organisé par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Et notre plaisir d'accueillir aujourd'hui, au cours de ce webinaire, le docteur Séverine Coberlin, qui est médecin gériatre spécialisé en maladies cardiovasculaires, qui exerce à la clinique Saint-Vincent, hein, tu me diras Séverine si je me trompe, et puis qui est membre du comité d'orientation de l'espace réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors nous avons également le professeur Pablo Ortega de Ballon, qui est chirurgien viscéral au CHU de Dijon, avec une valence universitaire à la faculté des sciences de la santé, vice-doyen, enseignant-chercheur, très impliqué dans la vie des étudiants et le bien-être des étudiants, et c'est un vrai questionnement. Merci en tout cas Pablo. Pablo qui est également membre du conseil d'orientation de l'EuroBFC. Et le troisième intervenant, le docteur Alban Chantegret, qui est un ami de longue date, qui est médecin urgentiste au CHU de Dijon, également très impliqué dans la formation des étudiants et dans l'organisation des urgences au niveau régional. Alors merci en tout cas à tous les trois pour votre disponibilité. Pour ma part, moi je suis médecin réanimateur, donc je jouerai un petit peu ce rôle-là et bien évidemment celui de passer la parole et d'animateur. Et je suis co-directeur de l'espace de réflexion éthique avec le docteur Sandra Frache, qui est médecin pédiatre, soins palliatifs au CHU de Besançon. Alors, un webinaire n'aurait pas de sens, hein, si on n'avait pas nos internautes, hein, puisqu'on aura une discussion un petit peu singulière entre nous. Alors, je remercie et salue en tout cas tous celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, hein, via le chat questions-réponses. On y répondra soit en direct en tapant, soit moi je proposerai en tout cas la question aux différents intervenants. L'idée de cette heure qui va passer très très vite, c'est bien évidemment de débattre sur un sujet très précis, très particulier, mais je m'adresse au professeur Pablo Ortega de Ballon concernant effectivement la question, hein, qui nous a soumis et qu'on a retraduit sous forme de pertinence de la chirurgie dans un contexte d'urgence vitale chez les personnes âgées. Peut-être Pablo, alors on va se tutoyer. Voilà, derrière cette question-là, qu'est-ce que tu voulais dire globalement sur les situations cliniques ou les situations que tu rencontrais habituellement? Ben, en effet, merci d'avoir répondu et merci aussi pour l'invitation. Cette question, je me la pose et nous nous la posons, je pense, beaucoup depuis longtemps et que peut-être le Covid a fait que on s'est senti investi de plus de pouvoir décisionnaire et peut-être plus facilement faire quelque chose qu'en tous les cas, on n'avait pas trop l'habitude de faire avant dans le domaine de la chirurgie, qui est celui de la limitation thérapeutique. C'est-à-dire qu'auparavant, un malade avait un tableau qui était chirurgical, et ben, il n'y a pas de discussion, le traitement est chirurgical. Or, en effet, les choses progressent et aujourd'hui, on se trouve confronté dans une situation d'urgence, ce qui veut dire automatiquement, avec peu d'informations, avec une grosse part d'incertitude, à devoir décider si pour un patient lambda, et en particulier pour un patient âgé, ça vaut la peine, entre guillemets, de lancer la machine hospitalière avec tout ce qu'elle comporte, puisqu'une fois qu'elle est lancée, on a l'impression qu'elle est imparable. Donc, est-ce qu'on active toute cette machine hospitalière pour le malade, ce qui va avec, c'est-à-dire réanimation préalable au bloc, intervention chirurgicale, engagement des équipes médicales, soignantes, infirmières, anesthésistes, etc. Derrière une réanimation éventuelle. Et tout cela, évidemment, on nous dit pourquoi, à quoi bon, est-ce que ça a du sens, est-ce que le patient va en ressortir amélioré, est-ce qu'il a vraiment des chances de s'en sortir, qu'est-ce que ça va être sa vie derrière, est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'il ne va pas regretter d'avoir, voilà, tous ces questionnements.
Alors, quand on est en dehors de l'urgence, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a le temps de la réflexion déjà, ce qu'on n'a pas en urgence, le temps de la réflexion, ce qui est important en éthique. On a en plus tous les éléments et si on ne les a pas, on peut aller les chercher, on peut avoir des avis, on peut... Mais quand on est à 3 heures du matin ou un vendredi et qu'on reçoit un patient d'une EHPAD et dont on ne sait pas grand-chose, on ne peut pas communiquer avec lui, avec elle, et on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça, on se sent vraiment très démuni pour décider de si on va lui rendre au service ou non en le mettant sur une table d'opération. Voilà un peu le sentiment qui m'a poussé à proposer ce sujet. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la situation singulière, c'est l'urgence, souvent avec des patients qui sont peu ou pas coopérants, hein. On pourra discuter tout à l'heure des patients avec des troubles cognitifs. Alors moi, je voulais interpeller Alban concernant effectivement, parce que le chirurgien, il est contacté par quelqu'un. En général, voilà, c'est pas le patient qui contacte directement le chirurgien. En général, il arrive soit directement emmené par les services de secours, y compris le SMUR. Comment ça se passe, toi, Alban, pour une situation où le patient manifestement, il a un tableau chirurgical. Alors, on verra après pour le diagnostic et le pronostic, comme l'a évoqué Pablo. Mais qu'en ce moment, ça se passe concrètement aux urgences, quand tu as un patient pour lequel, ben, effectivement, tu suspectes qu'il y ait une situation d'urgence, comment ça se passe avec les proches, avec le patient dans ces situations-là? Pour répondre à la question, je vais déjà me mettre à l'étape d'avant, si vous le permettez, c'est-à-dire qu'en fait, on est contacté par l'établissement, par exemple, ou par des aidants à domicile, et nous, on est contacté en régulation médicale. Et la régulation médicale, c'est donc au téléphone. Et toute la difficulté, c'est d'avoir en fait déjà des informations qui soient des informations pertinentes, qui soient des informations fiables, et de savoir si ce patient va être éligible, alors médicalement, chirurgicalement, mais aussi quelles sont la volonté du patient, la volonté de l'entourage. Ça, c'est des difficultés auxquelles on est confronté quotidiennement, en période de journée, encore plus en période de garde, avec les personnels médicaux, paramédicaux qui nous contactent. On va sans doute en parler ensuite, c'est sur la tenue des dossiers, c'est sur tous ces éléments, c'est sur arriver à contacter la tierce personne, la personne de confiance. Donc ça, c'est une très grosse difficulté pour nous. Et donc déjà, on va décider de savoir si ce patient, eh bien, on va décider en étant le plus consensuel possible, si on fait venir ce patient sur un plateau technique pour qu'il bénéficie après d'un avis chirurgical, gériatrique, réanimatoire, spécialisé. Et donc cette décision, elle est déjà difficile parce qu'elle se fait souvent entre une personne qui est une aide-soignante, par exemple, une infirmière au mieux, rarement un médecin parce que c'est difficile, et puis le médecin régulateur qui n'a pas le patient sous les yeux. Alors la chose qui est importante, c'est quand même qu'on est en train de plus en plus de développer les systèmes de visio en régulation. Ça, quand je dis on est en train de développer, c'est que notamment sur Dijon, ça va être mis en place dès le 6 janvier, d'avoir une visio très développée là-dessus. Enfin, et ça se développe de plus en plus en France. Donc c'est peut-être une aide. Et puis la deuxième chose, bah, c'est d'avoir des dossiers qui soient vraiment des dossiers pertinents sur les volontés, sur l'état d'autonomie du patient. On le fait venir ensuite sur les urgences, par exemple. Alors, quand je dis on le fait venir sur les urgences, je pointe du doigt un deuxième souci, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait venir sur des urgences tout venant ou est-ce qu'on peut envisager des admissions directes? Ça aussi, on pourra en parler. C'était publié que les admissions directes, ça permettait de diminuer les examens complémentaires de 40%, de diminuer les durées d'hospitalisation, de s'adresser au bon interlocuteur. Donc, la destination du patient, c'est sans doute un point là aussi dont on peut discuter, de savoir si on le fait venir sur des urgences standards ou si c'est une admission directe dans un service déjà adapté et de savoir ensuite quel spécialiste il va rencontrer, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait venir sur des urgences avec un médecin urgentiste qui prend du tout venant, comme moi par exemple, comme beaucoup de mes confrères, ou si on doit avoir une fibre gériatrique particulière pour des patients qui ont ces spécificités. Alors, les différences de prise en charge, on avait travaillé sur une telle avec le professeur Queneau là-dessus. Elles sont étiquetées pour des patients qui sont des patients sous tutelle, sous curatelle. Et d'ailleurs, on s'était posé la question de savoir si pour les personnes âgées, on pouvait se targuer d'avoir la même qualité de prise en charge, de faire les soins avec diligence et de faire toujours avec empathie. Et peut-être quand même que, en tout cas en tant que médecin urgentiste, on peut légitimement se poser la question de se dire finalement, est-ce qu'on est bien optimal et puis est-ce qu'on fait les choses avec qualité, est-ce qu'on prend bien en considération les souhaits de chacun. Donc ça, c'est une difficulté. En tout cas, lorsque le patient est pris en charge aux urgences,
pour nous actuellement. L'autonomie compte beaucoup, l'âge beaucoup moins, et on se réfère tout de suite à des décisions pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a très rapidement fait de contacter des collègues gériatres parce qu'on a possibilité de les joindre facilement, en tout cas au CHU, ou bien des réanimateurs, et puis ensuite des avis chirurgicaux. Voilà, donc il ne faut pas oublier cette phase d'amont de régulation qui est déjà de faire acheminer le patient et de savoir s'il faut-il le faire acheminer et dans quel lieu il faut le faire acheminer. Merci Alban. Puis on voit bien en tout cas, là on est entre nous, hein, la régulation fonctionne parfaitement bien. Puis vous l'avez démontré maintenant il y a quand même quelques années. Et ça, c'est un point très important. C'est vrai qu'on peut se mettre dans la situation où on a quand même des situations un petit peu difficiles, hein, y compris en EHPAD, à domicile, où c'est compliqué de toute façon d'avoir les spécialistes, d'avoir les bons critères, en tout cas, puisque ça avait été évoqué dans un questionnement. Quels sont les critères qui peuvent être retenus? Ceux que tu as donnés, effectivement, me paraissent pas mal sur le plan éthique, hein, personne de confiance, directive anticipée, souhait, préférence, valeur du patient. Ça, c'est voilà, c'est quand même très compliqué, en tout cas, à avoir en urgence. La situation, comme tu le dis, les 2 tiers du temps, bah, on est en situation un petit peu contrainte au niveau du personnel, hein, même si on a pas mal de gens d'astreinte. Au CHU, on a quand même disponibilité et beaucoup de monde, en tout cas, qui peuvent être contactés, ce qui est le moins le cas, hein, bien évidemment, parce que là, on est dans un système, on est on est dans un CHU, donc on est au même endroit, mais on peut s'imaginer effectivement dans d'autres endroits, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être, Séverine, quels sont les outils, hein, s'il peut exister des outils qui peuvent être mis à disposition. Je pense que tout ce qui a été évoqué là, il y a même des pistes de réflexion que vous avez données qui me paraissent effectivement très très importantes. Quels sont les outils qu'on pourrait utiliser en pratique, peut-être pour faire un diagnostic de patient, comme le disait Pablo, ben, à quoi bon faire de la chirurgie si derrière ben, le patient il peut pas récupérer ou il va pas récupérer. Donc, est-ce que tu as effectivement des outils, une petite boîte à outils à nous proposer un petit peu dans ces situations un petit peu complexes? Alors, effectivement, la difficulté, je pense, de la personne âgée qui arrive dans un état d'urgence, c'est qu'on se trouve avec un pronostic vital immédiat aigu, sur un pronostic en fait vital, une espérance de vie en tout cas déjà réduite souvent par des comorbidités qui peuvent être nombreuses et pour lesquelles on n'a pas toujours un accès immédiat au moment où ils arrivent à l'ensemble des antécédents en fait. Et puis, on a, donc en dehors de ce pronostic vital et fonctionnel, on a aussi la question, je pense, dont on n'a pas trop parlé, c'est la dérogation au consentement dans le critère d'urgence, où en fait, là, on se retrouve à se dire, bah, finalement, cette dérogation au consentement qui, en cas d'urgence vitale, permet des soins sans consentement du patient, on le réinterroge dans le sens où, ben, là, effectivement, un patient qui ne serait pas en pleine possession de ses moyens, mais pour lequel on serait quand même dans une forme de dérogation au consentement dans ce contexte d'urgence, est-ce que vraiment on l'applique ou pas en fait, hein, il y a aussi un peu ça. Du coup, les particularités de la personne âgée, c'est qu'il y a une espérance de vie qui est réduite souvent par des comorbidités, ou en tout cas une espérance de vie qui n'est pas la même en fonction de l'âge, hein, tout simplement. On a des différences physiologiques qui font qu'il va y avoir une moins bonne tolérance pour un acte chirurgical, ou en tout cas moins de ressources. Un statut fonctionnel qui peut déjà être altéré, hein. Je pense en particulier aux patients dont on a abordé la question pour les patients qui sont résidents en EHPAD, hein, qui souvent le sont. C'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc on sait déjà qu'on a une altération fonctionnelle ou de l'autonomie. Et puis la question justement effectivement de ce consentement substitutif par les directives anticipées ou la personne de confiance. Alors, la boîte à outils, eh ben, il y en a pas mal qui ont été utilisés, en tout cas des outils pour essayer de savoir quelles personnes on mettrait, en tout cas, c'est le concept de fragilité, en fait. C'est de savoir quelles sont les ressources de la personne âgée, quelles sont les ressources qu'elle va pouvoir déployer dans une situation d'urgence, alors dans le contexte d'une chirurgie avec un pronostic vital engagé, de surcroît quand on imagine potentiellement de la réanimation derrière. Et du coup, il y a plusieurs échelles qui ont été proposées, dont une qui a été pas mal utilisée dans la plupart des revues de littérature d'ailleurs, hein, sur la question réanimation de personnes âgées, parce que la littérature, il y en a quand même qui existe. Et cette fragilité, elle est décrite le plus facilement, je dirais, par la CFS, donc qui s'appelle la Clinical Frailty Scale, qui est une échelle en 9 parties, en fait, où on n'a pas de fragilité, en tout cas qui serait gênante pour les soins sur les concepts, sur les chiffres de 1 à 3.
Sur 4, 5, 6, 4, on commence à rentrer dans la fragilité, 5, 6, pareil, et puis 7, 8, 9, où là, on a une fragilité qui est déjà bien avancée et qui sera probablement pas réversible. Parce que l'intérêt pour le gériatre ou pour le médecin tout court, hein, de dépister cette fragilité, c'est que c'est quelque chose qui devrait normalement être, en tout cas dans la définition, être réversible. Et donc, c'est de savoir est-ce que c'est des choses qui vont être réversibles. Alors, je pense par exemple aux patients avec un canal lombaire étroit et un périmètre de marche extrêmement restreint. Ce patient va probablement finir sa vie en fauteuil roulant et probablement qu'un séjour en réanimation serait de nature à aller plus rapidement vers le fauteuil roulant. Est-ce que ça fait partie des possibilités qu'il envisageait? Est-ce qu'on l'a déjà abordé? Parce que souvent, on n'a pas abordé les choses, même quand ils ont été opérés, hein, sur le canal lombaire étroit en particulier. Et puis, moi, ce que je voudrais dire, parce qu'on a entendu beaucoup aussi, je rejoins la question pendant le Covid, en fait, de dire que l'absence d'entrée dans un service de réanimation pour des personnes âgées était une perte de chance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment discuter ou réfléchir, je sais pas comment je le dirais autrement, mais ne pas réanimer, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les patients, ça ne veut pas dire qu'on fait un arrêt des soins, parce que les soins ne s'arrêtent jamais, en fait. Et réanimer, ça ne signifie pas vivre, ça signifie parfois uniquement survivre pour quelques semaines, et parfois c'est pire que la mort pour certains patients. Et je pense que ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a pu avoir pendant le Covid en disant, ben, mais en dehors également, hein, c'est de dire réanimer, c'est quelque chose qui va être très coûteux en énergie, pour lequel tous les patients n'ont pas la ressource. Et des fois, on va produire des situations de handicap qui vont être tellement lourds et tellement importants qu'on a des patients qui nous disent, mais si j'avais su, en fait, jamais, jamais je serais allé en réanimation, j'aurais préféré mourir. Et je pense que on entend beaucoup parler de l'agisme, donc de la discrimination contre les personnes âgées dans les soins en disant oh l'urgentiste l'a pas envoyé ou le réanimateur le refuse, mais je pense qu'il faut aussi voir l'agisme sur une discrimination positive mauvaise parfois, de dire c'est pas parce qu'il est âgé qu'il ne peut pas aller en réanimation. Et ben par contre peut-être que parce qu'il est fragile, le bénéfice de la réanimation doit être franchement discuté sur ce que les soins en fait vont produire dans la vie de ces hommes et ces femmes qui sont pas forcément âgés mais en tout cas comorbides de principe. Voilà. Je reviendrai vers toi, Séverine. Peut-être reprendre le point de départ, mais j'ai été exprès rentrer dans le sujet rapidement. Il y a quelques commentaires qui sont faits, je vais prendre hein, à l'instant pour ceux qui tapent des commentaires sur le chat. Peut-être Pablo nous redire, parce qu'on disait la pertinence. Alors, vous savez, la pertinence, c'est quelque chose de très haute autorité de santé, mais qui est dans notre modèle économique très important. Quelle est la chirurgie en urgence qu'il faudrait effectivement, qu'est-ce que la chirurgie en urgence d'ailleurs? Peut-être donner quelques exemples, parce que je pense qu'une chirurgie de traumato, c'est peut-être pas la même chose qu'une péritonite, mais Pablo vient nous expliquer. Et puis, qu'est-ce que la personne âgée? Alors, Séverine, elle connaît par cœur le sujet, mais dans notre tête, à nous, vous avez vu pendant le Covid, la notion de personne âgée, ça avait tendance à descendre, puis ça nous inquiétait un petit peu. Parce que plus on prend de l'âge, plus ça nous inquiète hein, globalement. Peut-être, Pablo, effectivement, c'est quel type de chirurgie peut-être on parle, et puis à quel âge on parle, parce que j'avais un commentaire, effectivement, pour un patient de 102 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ben, est-ce que 102 ans, c'est pareil que 90 ans? Voilà, quel est ton avis? Alors, concernant la question de l'âge, en effet, difficile de mettre une frontière, mais j'oserais dire que pour nous, le questionnement vient à partir de 80 ans et devient vraiment prégnant à partir de 90. Voilà. Et ces malades-là, alors en effet, il faut pondérer ça avec les comorbidités, mais en effet, à partir de 80 ans, si le patient est en plus en des fragilités, a déjà une maladie chronique importante, une insuffisance rénale chronique, un diabète, etc., des troubles cognitifs. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a certaines comorbidités qui prennent beaucoup plus de poids que d'autres et je ne sais pas si c'est bien. Séverine va peut-être me corriger. D'ailleurs, moi, j'ai posé la question qui a été à l'origine de ce webinaire parce que je n'ai pas la réponse. Sinon, je n'aurais pas posé la question. Donc, au contraire, je voudrais avoir des clés de réponse. Alors, en effet, est-ce qu'on regarde avec plus de méfiance les troubles cognitifs, par exemple? Donc, s'il y a des troubles cognitifs, on a tendance à dire ça ne vaut pas la peine. Mais justement, là, je m'interroge, est-ce que la valeur d'une personne est-elle dépendante de ce qu'elle est capable de produire intellectuellement? Est-ce que c'est plus grave d'avoir un trouble cognitif léger? J'imagine qu'il y a des échelles, là encore, j'avoue, mon ignorance, je ne les connais pas. Et est-ce que c'est plus grave qu'avoir une insuffisance rénale chronique
ou un diabète déséquilibré au long cours. Voilà, donc déjà, il y a ça. Après, pour les tableaux chirurgicaux, ça oui, je connais très bien. Moi, je suis chirurgien digestif. C'est très clairement les péritonites, d'accord, et les occlusions intestinales et l'ischémie mésentérique. Voilà, bon, pour moi, à l'origine du questionnement aujourd'hui, c'est l'ischémie mésentérique du sujet âgé, où j'en ai enchaîné un certain nombre dans la dernière année. Et là, j'ai tangué entre entendre un réanimateur pour un malade que je pensais on devait mettre sur la table d'opération, me dire mais de toute façon, il a 90 ans, donc il ira pas en réanimation. Donc, comme il va pas aller en réanimation, on va pas l'endormir et donc on va pas l'opérer. Et à l'opposé, entendre des fois, il a un lactate à 10 par quelqu'un qui ne l'a même pas vu. Il a un lactate à 10. Avec un lactate à 10, il ne survivra jamais. C'est même pas la peine. Ou il a 90 ans. À 90 ans, on ne va pas en réanimation. Voilà, donc des choses comme ça. Et comme je disais, à l'opposé, des gens qui m'ont appelé pour 85 ans, 3 arrêts cardiaques, insuffisance rénale chronique, diabète décompensé, etc., etc. Et on n'arrive pas à s'en sortir et on pense qu'il faut le mettre sur la table. Et c'est là où des fois, évidemment, ça dépend aussi de mon avis. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on pêche par excès, des fois, j'ai l'impression qu'on pêche par défaut. Évidemment, celui qui est dans l'excès ou dans le défaut, c'est moi qui décide qu'il est dans l'excès ou dans le défaut. Lui, il doit trouver qu'il est dans le juste. Et c'est là où je me dis, c'est quand même tellement difficile de décider ça à 3 heures du matin. Le patient, il ne peut pas communiquer. On n'a pas de directive anticipée pour la plupart des gens, où la directive se résume à « il ne veut pas d'acharnement thérapeutique ». Vous savez ça aussi bien que moi, avec ça, on n'est pas très avancé. Qu'est-ce que la personne estime que c'est que de l'acharnement thérapeutique? Des gens, des fois, te disent il est d'accord pour aller en réanimation, mais il ne veut pas être intubé, ou il veut être opéré, mais pas être intubé. Bon, ça a aussi une méconnaissance, ce qui est normal, hein, les patients n'ont pas l'obligation de savoir qu'est-ce que c'est que la médecine, bien entendu. Mais voilà, l'idée c'était de dire face à ce malade, une péritonite, ça je peux vous donner des chiffres, une péritonite aujourd'hui, à 3 mois, une péritonite, c'est 30% de mortalité. Et je parle tout patient confondu, hein. Je ne parle pas spécifiquement de la personne âgée. Une péritonite grave, aujourd'hui, c'est 30% de mortalité à 90 jours. Et une ischémie mésentérique, tout patient confondu, c'est 60% de mortalité aujourd'hui en France. Donc voilà, après, en effet, la question est toujours, le patient, il a 85 ans. Il était là jusqu'à présent, par exemple, autonome à domicile. Il faisait ses courses ou il avait un petit peu d'aide de quelqu'un qui venait. Mais et aujourd'hui, il a une ischémie mésentérique. Est-ce que si je dis qu'on ne l'opère pas, je suis en train de lui refuser une véritable chance de retourner à son état préalable autonome à domicile? Ou est-ce que je suis en train de l'embarquer dans une machine qu'une fois qu'elle est enclenchée, et ça c'est mon sentiment de la machine hospitalière, une fois qu'on le met en réanimation et que la décision est prise, évidemment, les gens vont aller au bout. Donc, s'il est en réanimation et qu'il a une insuffisance rénale, ça va être la dialyse, l'hémofiltration. S'il est insuffisant respiratoire, ça va être l'intubation. Et là, et après, s'il se dégrade, il va retourner au scanner. Et si au scanner, on trouve qu'il a une pneumonie associée au ventilateur, on va la traiter. Et si, voilà. Et après, c'est là où des fois, on a l'impression que c'est difficile. On va dans un autre sujet qui est la limitation des soins, mais difficile d'arrêter la machine hospitalière une fois qu'elle est enclenchée. Eh ben, merci en Si tout je puis cas me pour permettre. ces réponses. Je vais laisser, il y a eu quelques questions qui ont été posées là par les internautes, et notamment la question de l'anticipation, parce que ce que tu dis là, c'est bien évidemment la question de l'anticipation. Puis après, je reviendrai vers Séverine pour la notion de score, parce que ce que tu viens de nous dire en termes de pronostic, ça c'est important, puis on ne l'a pas forcément en tête, nous, en tout cas, réanimateurs, médecins urgentistes, donc ça c'est important. Alban, il y a deux questions des internautes, c'est d'une part l'anticipation, c'est comment on peut anticiper, tu l'as un petit peu évoqué. Il y a maintenant l'espace santé hein, sur le carnet de santé, alors tu vas me dire si tu as accès ou pas, il y a la notion de personne de confiance dessus, même si selon la loi, la personne de confiance, elle doit être désignée avant toute hospitalisation, mais on peut quand même mettre une personne de confiance. Et puis la question qui est posée par Christophe concernant la déclaration, le recours aux déclarations de patients remarquables, c'est de se dire, les gens ne peuvent peut-être pas formuler de directive anticipée, parce que c'est complexe quand même, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même complexe.
peut-être que la question du patient remarquable, ça peut être une question pertinente qui peut être posée ou qui peut être mise dans un dossier quelque part en institution. Est-ce que toi, tu as recours de temps en temps à regarder si il y a eu la notion de patient remarquable, si tu as pu identifier une personne de confiance, si tu as accès au dossier médical via l'espace santé? Est-ce que c'est des choses pour lesquelles en urgence vous pouvez avoir accès? Avec tout ce que Alors tu viens de dire. justement, toute la difficulté, et puis d'ailleurs je réponds là, il y a des remarques très pertinentes, c'est donc, on a des patients remarquables pour des pathologies particulières, et d'ailleurs qui ne relèvent pas que de la gériatrie, loin de là. Le souci, c'est que pour ces patients, en termes de gériatrie, on ne peut pas mettre chaque situation dans notre logiciel de régulation. Et donc nous, on souhaiterait, comme tout le monde, que les dossiers soient certes remplis, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas remplis, par contre, je dis que l'accessibilité au dossier est quasi impossible. Notamment dans le domaine de l'urgence, hein. Je parle en période de garde, en période de jours fériés, de nuit profonde. Il n'y a pas d'accessibilité. C'est ça la grosse difficulté. Et il n'y a pas d'accessibilité aussi pour les personnels des établissements. C'est-à-dire que l'aide-soignante qui fait de son mieux, l'infirmière qui fait de son mieux, bon, globalement, dans toute la chaîne, tout le monde fait de son mieux, évidemment, mais il y a des problèmes d'accessibilité. C'est-à-dire que quasiment tout le monde nous dit: ah ben j'ai pas accès au dossier, ah ben j'ai pas ouvert, ah ben je ne connais pas encore ce patient. Et donc, du coup, les décisions, pour rebondir sur ce que disait le professeur Ortega, on va faire venir ce patient et en fait, on a l'impression probablement d'aller dans ce que souhaite le patient. Et finalement, c'est basé sur des informations qui sont des informations tronquées ou discordantes ou déformées au fur et à mesure des intervenants. Dans les autres remarques, là aussi, on posait la question, pourquoi un patient, lorsque les choses sont à peu près cadrées, ou lorsqu'on a pensé les cadrer, va aux urgences, va attendre et ne va pas alors qu'il pourrait être attendu et accueilli dans une structure, dans un service spécialisé. Eh bien, parce que malheureusement, toutes ces informations se perdent parfois et qu'on a des grosses difficultés à faire des admissions directes. D'autre part, il y a une remarque là sur les pompiers doivent aller aux urgences d'un confrère malgré l'administration. Alors, les pompiers maintenant et les ambulances privées n'ont pas obligation d'aller aux urgences, hein. C'est-à-dire que si on a une admission directe, ils peuvent tout à fait dans les conventions aller dans les services, hein. Ça, c'est un point qui est important, mais il faut arriver à le développer. Il faut être sûr que l'accueil soit possible, que les prescriptions soient faites et donc qu'il y ait du personnel aussi médical pouvant l'accueillir. Voilà, donc ça, c'est la grosse difficulté. C'est que je pense, encore cette nuit, hein, il y a eu aux urgences un monsieur âgé qui a été intubé ventilé de plus de 90 ans. Et ça s'est fait parce qu'en fait, un petit peu dans le doute et avec des informations un petit peu discordantes. Et donc, chacun y va de ce qu'il pense faire au mieux. Donc, il faut Merci favoriser beaucoup. les admissions directes et l'accessibilité à ces Ouais. éléments parce qu'en fait, on n'a pas d'accès en régulation à cela. Ouais, et puis on connaît aussi hein, la surcharge de travail qu'il peut y avoir quand on est en régulation, et ce qui a été évoqué aussi par Didier. Oui, voilà. Pour revenir sur Séverine, on a bien vu effectivement la notion d'échelle, hein, on voit bien les petits gugus comment c'est dessiné. Ce que Pablo attend peut-être un petit peu plus comme nous, réanimateurs, et je pense comme les anesthésistes, c'est une espèce de score. Voilà, un score, est-ce qu'on l'endort, est-ce qu'on l'endort pas? Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, et tu nous l'as dit. Et puis France rappelait qu'effectivement, quand on vit vieux, c'est parce qu'on a souvent peu de comorbidité. Et on a la même problématique en réanimation, bien évidemment, que des patients jeunes qui sont en réa parce qu'ils ont beaucoup de comorbidité. Et derrière tout ça, il y a une notion de qualité de vie. Voilà, c'est quelle qualité de vie perçue. Donc ça, c'est une notion très personnelle. Quelle qualité de vie attendue, vécue et attendue. Est-ce que tu aurais effectivement, pour cette fois-ci, effectivement, des scores qui permettraient de dire, à partir de tel seuil, on n'y va pas. Donc, ce serait pour un score composite, enfin, j'imagine. Et puis, tenir compte, alors des souhaits, Didier l'a évoqué dans le chat, et puis la notion de qualité de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise qualité de vie, bien évidemment, en fonction de l'âge. Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions-là concernant la prise en compte finalement de la qualité de vie? Ça a été évoqué tout à l'heure par Pablo, effectivement, si on est handicapé à la suite, voilà. Est-ce qu'on prend en compte la notion de qualité de vie? Quelles sont les échelles qu'on peut utiliser ou les scores? Alors, en gériatrie, je vais essayer de répondre même à tout ce qui a été dit, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Dans quelques années, même dans une dizaine d'années, un tiers de la population aura plus 60 ans, hein. Ça a été dit dans un des commentaires, donc je pense que c'est important de voir que la population gériatrique, en tout cas la population de patients, alors pour la gériatrie, la spécialité, c'est plus de 75 ans polypathologique, c'est la définition. Pour l'OMS, la définition, c'est le départ à la retraite, c'est 65 ans. Donc, on voit bien que déjà, dans la définition de qu'est-ce qu'un patient âgé, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'un patient fragile, en revanche, ça, c'est une question à laquelle on peut répondre donc par
en partie, en tout cas, une des échelles que j'ai citées. Mais il y en a plein d'autres. Si on devait faire des échelles à chaque fois, je pense qu'on ne s'en sortirait pas, parce que alors, la qualité de vie, et là, c'est... en fait, des échelles de qualité de vie, il y en a plein. Je prends juste la SF36, qui est celle qui est quand même la plus utilisée dans la plupart des études. Au final, on se rend bien vite compte qu'un patient avec des troubles cognitifs aura une très bonne qualité de vie parce qu'il est anosognosique, donc il est en incapacité de reconnaître ses troubles et donc tout va aller très bien tout le temps. Il a pas mal, il ne se plaindra de rien et c'est en tout cas dans les troubles neurocognitifs évolués, qui sont des maladies neurodégénératives, euh, je pense qu'effectivement, on aura une bonne qualité de vie perçue du point de vue du patient ou du résident. En revanche, et c'est là où la question de la personne de confiance aussi est assez sous-estimée, mais finalement, quand on demande à une famille ou une personne de confiance désignée, même avant une hospitalisation, ce qu'elle pense que le patient aurait dit s'il avait pu s'exprimer, ils répondent souvent de leur point de vue à eux. Et on voit que le rôle et finalement comment je pourrais dire, la responsabilité de cette personne de confiance, elle n'est pas très bien abordée. On a l'impression qu'on a un manque au niveau de la santé publique aussi. Les directives anticipées, je ne veux pas qu'on s'acharne, on leur dit en fait c'est la loi. L'absence d'acharnement thérapeutique, c'est la loi maintenant. C'est qu'est-ce que pour vous, quelles sont les conditions pour vous qui feraient que votre vie n'aurait plus de sens. Et là, ça a plus de sens posé comme ça. Mais on l'a mis dans une forme d'obligation pour les EHPAD, de gens qui peuvent en fait plus répondre à cette question, parce qu'en général, ils ont déjà une altération de l'autonomie qui ne leur permet pas de rédiger un quelconque document, en fait. Faut être clair quand même. Et donc, probablement que la pauvreté de cette réflexion, en fait, je dirais nationale, c'est aussi la difficulté à aborder la question de la fin de vie. Les gens, ils peuvent tout à fait vous dire, moi, je veux être incinéré, je veux être enterré, je veux ci, je veux ça. Pour mon service funèbre, je voudrais ci. Par contre, quand on leur demande, et la dépendance, donc c'est quoi le niveau de dépendance que vous accepteriez? On se rend compte que quand ils parlent, ils peuvent dire, ah bah moi, grabataire, je le supporterai pas. En revanche, des fois, ils y sont déjà. Alors, ça rend encore plus riche le questionnement. C'est de dire, mais là, vous êtes grabataire? Oui, mais je suis au fauteuil. Oui, vous êtes grabataire vertical, si on veut. Mais en fait, vous ne vous déplacez déjà plus. D'accord. Bah oui, mais ça me va comme qualité de vie. Donc, les gens qui sont en capacité de répondre à cette question vont estimer leur qualité de vie bonne, en fait. C'est rare qu'ils disent, il y a souvent une crainte de mourir. Et plus on est vieux, plus cette crainte, elle apparaît importante dans les études. Ça s'appelle le syndrome du survivant. Plus on survit, plus on veut vivre, en fait. Donc, je ne sais pas si le patient lui-même, il y a un moment donné où il faut que, pas la science, mais en tout cas que le corps médical va se saisir de soit ces directives anticipées, soit l'avis de cette personne de confiance ou l'avis de la famille. En revanche, la prise de décision médicale le pronostic aigu de cette chirurgie est catastrophique. Enfin, je veux dire, si on reprend l'ischémie mésentérique, c'est chez les personnes âgées, c'est 75 à 90% de mortalité dans le premier mois. D'accord? Donc, le pronostic est effroyable de dire, parce qu'il y a des troubles neurocognitifs, alors vous avez posé la question tout à l'heure, les troubles neurocognitifs avancés restent une maladie neurologique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, ce n'est pas une discrimination, c'est de dire le cerveau ne fonctionne pas correctement, il n'est pas en capacité, et là on arrive sur des troubles de la déglutition ou de la marche et de la coordination, qui font que envoyer un patient qui a des difficultés cognitives importantes en rééducation, il ne pourra pas suivre une rééducation, il ne comprendra pas, il ne pourra pas appliquer en fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, ce n'est pas une discrimination, c'est être en capacité de reconnaître ce que le patient pourra et ne pourra pas faire. Ça fait partie aussi pour l'observance, parce qu'un patient avec des troubles neurocognitifs ne va pas être observant seul, il y aura besoin de quelqu'un à domicile. Donc, l'endroit où ils vivent est important et les professionnels de soins qu'on va pouvoir lui mettre en passage à domicile, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire pareil chez quelqu'un qui habite en race campagne avec aucune possibilité de passage infirmier que quelqu'un qui habite en ville avec 10 cabinets infirmiers à côté. Donc, c'est pour ça que la fragilité, elle va évaluer aussi le côté de l'isolement. C'est-à-dire que chaque patient est unique. Et cette réflexion, elle ne pourra être qu'individuelle, si on la veut au plus juste, en fait, pour le juste soin, ce qu'on appelle en gériatrie le juste soin. Mais c'est ça. Et probablement que l'absence de formation à la fragilité de l'ensemble des professionnels qui vont voir passer ces patients, compte tenu de la quantité qui vont être, en fait, dans les années qui viennent, je pense que ça aussi, c'est une vraie piste de réflexion à mener sur comment est-ce qu'on s'empare du concept de fragilité sans s'emparer forcément de toutes les échelles à disposition pour avoir une idée. Alors certes, même à 3 heures du matin et souvent sans gériatre, mais plutôt, moi j'aurais tendance à dire plutôt former un peu les réanimateurs, un peu les urgentistes, un peu les chirurgiens à cette question de la fragilité,
qui peut être dépistée par un gériatre. Mais la création d'urgences gériatriques à proprement parler, je pense que clairement, il n'y a pas assez de places à l'internat qui sont pourvues, hein, parce qu'en plus, on a une spécialité qui est peu choisie. Cette spécialité n'est pas assez attractive et elle ne pourra clairement pas s'occuper de l'ensemble des personnes âgées qui vont se présenter aux urgences. Non, mais on a quand même besoin, je vais passer la parole à Pablo, de la transversalité qu'on n'a pas, nous, dans les métiers très aigus, hein, nous en réanimation, que ce soit aux urgences ou Pablo quand il intervient. Pablo, tu voulais rebondir. Moi, j'aime bien ce concept que tu dis, effectivement, la fragilité, la précarité, hein, qui est l'isolement et tout ce qu'on peut avoir, la précarité, hein, elle peut être financière, isolement familial, social. Donc ça, c'est important d'en tenir en compte, puis c'est comment on le recueille derrière. Oui, Pablo? Oui, justement, en lien avec ce que disait Séverine, elle touchait le cœur peut-être pour moi, le cœur du problème, qui est le fait que la médecine a une vérité qui est statistique et que, comme tu le disais bien, on doit produire une décision concrète pour un patient. Donc, on a une vérité qui, elle, en fait, est un pourcentage, mais là, aujourd'hui, on doit décider pour un patient lambda si on le met ou pas sur la table d'opération. Et donc, tu disais tout à l'heure, la mortalité d'ischémie pésentérique le patient âgé peut aller 70, 75, 80, même 90%. Et donc, le chirurgien, à la base cancérologique que je suis, dit, bon, bah 10%, ça veut dire quand même qu'il y a 10% de chances de survie. Et donc, ce 10%, est-ce qu'on a le droit de lui enlever ce 10%? Ou est-ce qu'au contraire, on est obligé de lui, comme on dit dans le jargon, il faut lui donner sa chance? Et le problème, c'est ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on dit on va lui donner sa chance, voilà, c'est quoi? Alors, exceptionnellement, ça arrive de trouver un anesthésiste qui dit, bah, écoute, on le met sur la table, tu fais l'opération, et puis on voit dans les premières heures comment il évolue en salle de réveil. On ne le mettra pas en réanimation. Et si en salle de réveil, ça va mieux, il montera en service de chirurgie. C'est un peu, je ne vais pas dire ça passe ou ça casse, mais c'est un peu le fait de dire, bah, nous, on va faire un quelque chose et on va laisser l'avenir, la providence, la nature, vous l'appelez comme vous voulez, décider de ce que le patient devient par la suite. C'est un peu je m'engage et à la fois après je me désengage. L'opposé, en effet, c'est de dire je m'engage et avec moi toute la machine hospitalière et c'est là où en effet, des fois, on ne sait plus s'arrêter. Mais justement, le cœur du problème est là, dans cette histoire de vérité statistique versus décision individuelle qu'il faut produire. Et dès que tu me dis qu'on a 10% de mortalité, eh ben, il y en a qui se raccrocheront à ça. Il y a des familles d'ailleurs qui vous disent eh ben, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, etc. Il faut se battre, il faut lui donner sa chance. Et c'est là quelque chose qui complexifie, à mon sens, le débat. Et puis après, est-ce que pour ce 10%, on doit aussi tenir compte du fait, comme tu disais, qu'il habite en race campagne, que lui, s'il retourne à domicile, en fait, il ne pourra pas retourner à domicile, donc il restera en institution, d'accord, mais est-ce que peut-être il n'est pas content ou pas content ou il accepterait de vivre en institution plutôt, même s'il ne retourne pas chez lui, il préfère d'être vivant en institution que mort dans le cimetière du village. Donc, là aussi, c'est tellement difficile de décider de ça. Alors peut-être une réponse, hein, dans la littérature, c'est bien décrit le gradient qui fait qu'on fait, on ne fait pas entre le nord et le sud, hein. Dans le nord, il faut avoir plus de 30% de chances de survie pour faire, hein, pour engager le système de santé, et des systèmes de santé différents, bien évidemment. Et dans le sud, quand vous allez du côté d'Italie, c'est moins de 5%. Donc on voit bien que tu poses la question, une question sociétale, bien évidemment, on y va. Après, il y aura la question économique et autres, hein. Il y a les questions éthiques, effectivement, qui ont été abordées. Alban? Ouais, moi, je pense que justement, Séverine là, et puis Pablo là, ont mis le point sur quelque chose qui est hyper important, c'est en fait sur la fragilité, cette notion de patient. Et en fait, ces patients, ils mériteraient beaucoup plus d'attention que ce que nous pouvons leur accorder. Je parle pour moi en tant qu'urgentiste, hein, attention, hein, je ne mets pas les autres dans ce panier-là. Mais en fait, cette fragilité mériterait qu'on accorde beaucoup d'attention à ces patients. Et d'ailleurs, dans les commentaires, je le vois dans les questions. Et je fais amende honorable, c'est-à-dire que on n'accorde sans doute pas assez de soins ou d'attention. On apporte beaucoup de soins à des patients, alors ceux qui font de l'urgence pédiatrique quand c'est des enfants, en SMUR quand c'est de la pédiatrie par exemple, ou à des pathologies particulières. Et en fait, ces patients gériatriques mériteraient d'être plus filiarisés. Alors après, c'est toute la question des urgences, mais il faut effectivement une transversalité parce que c'est pas simple, c'est pas simple. Donc il faut des compétences, des multicompétences. Et donc, on a des filières qui s'ultra spécialisent en fait. Et ces filières qui s'ultra spécialisent dans plein de pathologies,
ne sont pas adaptés à des prises en charge pour des patients vulnérables qui mériteraient beaucoup plus d'attention dans notre système de soins. Je parle en tout cas initial sur les urgences. Séverine? Oui, je voulais juste répondre sur cette question de l'hyperspécialité qui, en fait, moi, de mon point de vue, je pense, fait un peu peur. Alors, on est très bon et de plus en plus bon sur des actes techniques de plus en plus complexes. En revanche, la base de la médecine, c'est quand même cette transversalité. Enfin, moi, à mon sens, encore une fois, hein, c'est de mon point de vue. Oui, Il oui. existe des unités gériatriques aiguës qui ont été mises en place où en fait on a un premier passage aux urgences, puis ensuite un gériatre qui va être dédié pour essayer justement de définir ce projet de soins en fait. Et à la fin, c'est ça, c'est quel est le niveau de soin du patient, c'est-à-dire quel est son niveau de fragilité, quels vont être les supports qu'il va avoir, est-ce que la ressource, elle va être sur le plan organique, est-ce que la ressource, elle est familiale, parce qu'en fait, si on a des gens qui sont très entourés et puis pour lesquels on voit qu'il n'y aura pas de problème, pourquoi pas. Et en fait, toute cette question de la fragilité qui est en fait très complexe à évaluer et qui ne se fait effectivement pas en 20 minutes, pour vous dire quand même, je vais parler de cette expérience-là qu'on a faite au CHU. Donc, on avait mis en place une plateforme d'appel gériatrique dans le contexte du Covid parce que on voyait bien que toutes les personnes âgées de partout arrivaient en masse. Et on s'est dit, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ces entrées aux patients qui auraient vraiment un bénéfice à une hospitalisation. On a donc contacté tous les EHPAD, on s'est mis dans une ligne de régulation, en fait, en parallèle de la régulation du centre 15, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec le même logiciel, on pouvait démarrer les ambulances, et puis on était en lien avec le régulateur directement et les armes, etc. Et donc, ça nous permettait d'avoir une idée. Alors, on s'est mis à 3 sur cette plateforme, 3 gériatres. On était formés les 3 en éthique. Et on a essayé de définir finalement quel était le niveau de soins le plus adapté pour ce patient-là, en intégrant la concept de fragilité de ce qu'on pouvait avoir comme information. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'on avait beaucoup de remplaçants, beaucoup de gens éventuellement de soir, parce qu'on on a débordé un peu sur les horaires, mais voilà. Et en fait, on voit que même le dossier de liaison d'urgence qui est transmis au moment du transfert du patient, qu'on n'aura pas du tout d'ailleurs sur un patient qui vit à domicile, hors EHPAD, hors structure, il est incomplet en fait, parce que vous avez des grilles de fragilité qui ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir un GRI GIR ou un AGIR qui n'est pas la même que la CFS en traduction médicale. Vous avez des ADL, des IADL qui sont notés sur 15 pages différentes, entrecoupées de données de ce patient-là a fait pipi ou pas, etc., qui font qu'en fait les informations sont noyées. La réflexion sur une fiche qui permettrait en fait de définir un niveau de soins plus rapide, et encore une fois, ce ne sera pas à la minute ou instantané, ça pourrait être une idée aussi, de dire chaque patient en fait a son dossier sur lui en fait, de dire voilà j'ai ça comme comorbidité, voilà comment j'habite, voilà etc. Le problème ce serait la mise à jour et la disponibilité, mais passons. Et du coup ça a permis quand même on a fait des niveaux de soins, on a fait coordonner des parcours parce qu'une fois qu'on dit que le patient n'est pas transféré aux urgences, quand on décide de ça, c'est comment on fait pour qu'il ait une prise en charge soit curative encore, parce que ça ne veut pas dire pareil, on ne le fait pas. On avait d'oxygène à disposition, des corticoïdes, on pouvait mettre ce qu'on voulait. C'est comment on va faire si jamais le patient se complique sur une prise en charge palliative. Et on s'est rendu compte de ça au bout de, je ne sais pas, peut-être 15 jours ou 3 semaines où on avait mis en place cette plateforme et on a transformé le service de soins palliatifs hospitaliers en un secteur Covid, en disant en fait c'est possible aussi de dire ce patient peut bénéficier de soins palliatifs, mais il n'y aura pas la ressource sur place. Parce que je rappelle que dans la plupart des EHPAD en Bourgogne-Franche-Comté, nous n'avons pas d'infirmière de nuit. Donc quand bien même le régulateur décide qu'on peut le laisser sur place et qu'on peut faire un traitement simple ou pas de traitement du tout, l'inconfort lié à éventuellement une fin de vie ne peut pas être géré en fait par ces lieux de soins, parce que l'EHPAD reste un lieu de soins. Et c'est comment on fait pour améliorer ça. Parce que si les EHPAD étaient en capacité d'avoir des professionnels formés, qui avaient une accessibilité au dossier, ou un médecin qui pouvait se déplacer pour évaluer les patients, il est possible qu'on en envoie moins aux urgences, que ça sature moins comme on voit actuellement le système de soins, et qu'on soit plus pertinent d'un point de vue individuel. Parce que quand vous avez 60 patients aux urgences en même temps, je ne vois pas comment les urgentistes peuvent être pertinents, ils sont juste en nombre insuffisant. Et c'est là qu'on voit des délais de séjour qui augmentent, qui passent. Besançon, on avait passé à un moment donné les 40 heures d'attente, où les gens, ils n'ont pas leur traitement, ils n'ont pas à manger. Et ça, c'est comme ça. On a un débordement du système de soins en ce moment, je pense. Et l'accessibilité aux soins, c'est quand même dommage aussi de limiter l'accès pour des gens qui vont en avoir un bénéfice plus important. Je le dis aussi, c'est important, le côté distributivité des soins, que tout le monde ait accès aux soins. On l'a vu pendant le Covid. Il y a des patients avec des cancers qui ne sont pas venus, qui n'ont pas été pris en charge. Donc, c'est comment est-ce qu'on hiérarchise aussi ça? Parce que ça reste, je pense que ça fait partie fondamentalement de cette question éthique.
Ouais, j'ai bien compris effectivement, Séverine, pour être pratico-pratique, on le sera pas, bien évidemment, hein, et puis Pablo le sait aussi comme nous tous. On a développé, et moi j'ai fait une revue de la littérature récemment sur les niveaux de soins, les niveaux d'engagement, ce qui était mis un peu dans tous les pays. Et c'est peut-être ce qui a été évoqué notamment par Christophe, la notion d'anticipation. C'est-à-dire qu'on va anticiper un événement aigu qui est susceptible de survenir ou pas, même s'il survient effectivement dans très peu de cas. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un niveau de soins qui tienne compte effectivement de tout ce qui a été évoqué là par anticipation, récupérer les valeurs, les souhaits, les préférences du patient, la personne de confiance, puis qu'on dise ABC, 1, 2, 3, enfin les échelles qu'on souhaite, le patient est à garder sur place parce qu'on pourra le garder sur place, le patient est à transférer, mais il n'aura pas l'intervention, la chirurgie ou le système d'urgence. Nous, on a fait ça en réanimation. Les services au niveau de l'établissement du CHU sont en train de développer ça. Alors, leur propre échelle, peu importe, hein, mais en tout cas, leur propre réflexion concernant ça, on pourrait imaginer peut-être qu'en amont, ben, avant qu'il se passe quoi que ce soit, alors tu vas me dire, il y a du boulot, on n'est pas assez nombreux, ça c'est sûr, mais peut-être réfléchir à quelque chose de relativement simple qui tienne compte de tout ce qui a été dit là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, bien évidemment, hein, quand on tient compte de tout ça. Et comme c'était rappelé par les internautes, la notion de trouble cognitif, ben, c'est variable. C'est-à-dire qu'un patient, on nous dit, ben, une maladie d'Alzheimer, on ne va pas l'admettre en réanimation. Ben, c'est compliqué parce que ça dépend du stade, du niveau, savoir s'il est accompagné, s'il est aidé, s'il est à domicile et tout ça. Donc on voit bien que nous, on va avoir ce qu'on appelle des biais cognitifs et on va se dire, bah, tiens, ça, c'est un truc qui ne nous m'arrange pas, je ne vais pas le prendre chez moi. Ça ne m'arrange pas, machin. Et donc, on aboutira à ce que tu dis là, une sélection naturelle, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid, à prendre les maîtres qui nous intéressent globalement. Donc là, il y a aussi ça, d'un point de vue médical, qu'il faut aussi qu'on change. Mais probablement, ce qui avait été évoqué dans les différents avis du CCNE, ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est comment les patients se saisissent de leur propre santé, et puis qu'on puisse mettre en avant d'ailleurs, effectivement, ces niveaux de soins. On met de côté les directives anticipées, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, mais de discuter du niveau de soins. Quel engagement je ferai en tenant compte de ça? Est-ce que ça, c'est possible? Donc, quelque chose de pragmatique. Avant l'hôpital, et je rejoins Pablo, ils arrivent à l'hôpital, on y va pour plein de raisons. Pour plein de raisons. On a peur du juridique, on a peur de la famille, on a peur du regard de ses collègues, des soignants, parce qu'on dit, vous n'allez rien faire. Si on va faire du soin. Et ça, c'est compliqué. Et moi, je le vis, pourtant, on a l'expérience, mais on le vit souvent mal au niveau de l'hôpital. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des niveaux de soins réfléchis en amont avec des règles? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, je pense que ça fait partie ce serait un peu le Graal, hein, si on arrivait à avoir ça pour tout le monde. En revanche, pouvoir anticiper l'ensemble des complications, on voit bien hein, que c'est très difficile et que moi, ce que je trouve qui est finalement complexe, c'est que souvent les niveaux de soins, quand ils sont faits sur le plan médical, ils vont intégrer de la technique, un peu comme les directives anticipées. Où on demande aux patients, voulez-vous être intubé, ventilé? Pour moi, c'est une question qui n'a pas à être posée à un profane, en fait, quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est une intubation. On ne sait pas quelle serait l'indication, d'ailleurs, de cette intubation. Euh, donc, le niveau de soins, probablement que oui, c'est possible. Pour ça, il faut avoir dépisté les fragilités. Et combien de patients on a qui arrivent, où on voit hein, qu'il y a des troubles cognitifs, et que le médecin généraliste a dit, oh non, mais attendez, ça sert à rien de toute façon de dépister. Ça sert à quoi? On n'a pas de traitement. Et ça, c'est le plus fréquemment, c'est ça. Sauf que le pronostic cognitif, on l'a aussi. On sait qu'un patient qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer, il a une espérance de vie de 8 ans en moyenne. On sait qu'un patient atteint d'un démence à corps de Lévy, c'est en moyenne 5 à 6 ans. Donc, ils ont une espérance de vie, ces gens-là. On meurt de maladies neurodégénératives. Donc ça va impacter dans les comorbidités. C'est clair. Pouvoir dire ça, c'est que je pense, c'est la médecine libérale, hein, c'est le médecin généraliste qui doit pouvoir aborder cette question de la fin de vie, de la dépendance, de l'évolution de ces maladies, mais de le repérage de cette fragilité. Parce que quand le gériatre la repère, en général, c'est qu'elle saute aux yeux, elle crève l'écran, je dirais. C'est-à-dire qu'on est déjà à un stade très avancé. Parce que les petites choses qu'aurait pu faire, d'ailleurs, qu'on aurait pu améliorer les qualités de vie de ces gens, c'est trop tard, on ne le fait pas assez tôt. Et on n'a pas pour l'instant de dispositifs qui permettent ce repérage précoce en masse, hein, je parle, hein, pour une population complète, qui permettrait d'arriver à ça. Et ça, ce serait magnifique hein, si un jour on y arrivait. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite maintenant encore. Hein. C'est dans le plan du ministère, la notion de prévention, mais ils étaient très peu nombreux avec l'ancien ministre, donc ça va se développer. Mais effectivement, comme le rappelle France, hein, il faudrait déjà, d'un point de vue réglementaire, avoir tout ce qu'il faut au bon endroit et quand il le faut, ce qui n'est pas forcément le cas en EHPAD. Mais ça, on ne va pas pouvoir forcément agir. Alban? Oui, d'ailleurs, je rebondis et je réponds à deux ou trois questions sur ce point. Nous, en tout cas en médecine d'urgence, on a une difficulté, mais c'est peut-être pas leur rôle, vous allez peut-être me répondre là-dessus, c'est la fiche de poste ou le rôle d'avoir comme interlocuteur le médecin coordonnateur. Dans des EHPAD qui sont médicalisés,
Alors, il y a le médecin traitant du patient et puis il y a le médecin coordonnateur. Ils n'ont pas le même rôle. Et là-dessus, je ne connais pas bien la chose, je l'avoue. Mais il nous manque clairement ce maillon et on aimerait avoir ce médecin coordonnateur qui soit un interlocuteur. Et pour le moment, en tout cas en urgence, ce n'est pas, et sans doute qu'il y a d'autres choses à faire, qu'il y a d'autres choses, qu'ils ont plein d'autres missions. Mais pour moi, j'ai l'impression que ce maillon nous manque, c'est-à-dire le rôle du médecin coordonnateur pour justement coordonner tout ça dans les établissements. Alors là, je vais juste Je répondre. je voulais pas être polémique en disant ça, mais c'est le sentiment que j'ai, hein. En fait, la plupart des médecins coordonnateurs actuels sur les EHPAD sont des médecins généralistes qui se sont convertis, pas forcément avec un diplôme de gériatrie, d'ailleurs pas forcément, c'est pas obligatoire. Là, en revanche, on a une modification du DIU, dont en fait la capacité s'est transformée en DIU l'année dernière. Et c'est un DIU qui va intégrer en fait la notion justement de niveau de soins et de coordination en EHPAD, c'est-à-dire qu'on modifie le diplôme en espérant que peut-être cette modification de diplôme va sensibiliser un peu plus les médecins qui seront coordonnateurs d'EHPAD à intégrer ce concept de fragilité, à le dépister et à essayer d'anticiper en fait ce niveau de soins. Et puis à intégrer la filière véritablement, la filière gériatrique de prise en charge un peu dans l'aigu. Oui, alors la filière de gériatrique aiguë, nous on l'a pour le coup pour le CHU de Besançon, donc, dont je ne fais plus partie, mais je salue on a une équipe mobile qui sort en extra, c'est-à-dire qu'il y a une partie intra, une partie extra qui peut se déplacer en EHPAD pour faire ses niveaux de soins, ou qui peut aider par téléphone ou par visio ou en se déplaçant, hein, encore une fois. Et pour faire ces niveaux de soins, en tout cas pour aider à formuler ces niveaux de soins. Donc je pense que ça fait partie aussi des pistes, hein, une équipe mobile qui puisse sortir en dehors du CHU pour aller voir un peu dans la vraie vie, en fait, les vrais patients et au sein des structures, parce que chaque EHPAD est différente, en fait. On n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas les mêmes ressources, ni en personnel, ni juste au niveau des infrastructures parfois. C'est intéressant d'aller voir. D'ailleurs, une remarque là, qui nous dit que les médecins co, ça doit être comme tous les EHPAD ont des difficultés pour en trouver, probablement. Ouais, puis bah, pour rassurer un peu Séverine, on voit qu'il y a beaucoup de médecins qui sont hyper spécialisés, voire peut-être trop spécialisés, qui ne supportent plus la spécialisation, qui vont en gériatrie. On a ça sur Dijon. Je pense notamment à nos collègues hémato, voilà, qui l'hyper spécialisation, ça leur fait un peu perdre de sens et qui se sont convertis effectivement pour donner un peu du sens à leur travail et ce qu'ils font quotidiennement. Donc voilà, mais ça ne va pas combler tous les manques, bien évidemment. Il y a aussi la notion de débat et de retour d'expérience. Et Pablo, ce qu'il a soulevé, hein, ce qui est l'origine de son webinaire, et puis je profite qu'il y ait Christophe Deveau qui est connecté, c'est de se dire, finalement, ce qu'on va pouvoir faire dans notre coin, faut que ça remonte à tout le monde. C'est-à-dire que cette espèce d'acculturation, hein, de comment effectivement faire remonter les informations, comment on réfléchit tous ensemble. Nous, on le fait au cours d'un webinaire d'1 heure. Ça restera le temps que ça restera, j'allais dire. Nous, on a appris énormément de choses. Mais ce qu'on ne peut pas développer au niveau des établissements, en interface, ce genre de réflexion, parce que c'est comme ça qu'on va, à mon sens, former, acculturer, alors les plus anciens, les plus jeunes, et puis ceux qui sont autour de cette table, entre guillemets, de se dire, bah oui, si on entend parler, ça va résonner, puis on va pouvoir débattre sur des questions éthiques, mais pas que éthiques, hein, sur les questions de qualité de vie, de sélection, questions sociétales. Et je pense que ça pourrait amener quelque chose au débat. Après, c'est comment avec vous, comment on peut le mettre en place, et est-ce que ce serait une idée, voilà, qu'on puisse faire des retours d'expérience sur les situations qui ont été mal vécues, qui servent à toute la communauté, j'allais dire. Je ne sais pas si Séverine, Alban ou Pablo, ça pourrait être une proposition à faire, hein, parce qu'on va se quitter dans quelques minutes, se dire, bah voilà, il y a un événement qui s'est mal passé, on fait un retour d'expérience et puis on anime, on fait un peu comme on vient de faire là. Et je trouve que ça serait pas mal. Alors, ça peut être coordonné par les comités d'éthique, hein, bien évidemment, et je profite que Christophe est là, mais on pourrait le faire régulièrement. Après, on va dire il manque de temps, mais est-ce que ça pourrait pas être une solution pour engager cette discussion? Je pense que c'est une excellente idée. Alors, c'est vrai qu'on regorge tous de réunions, etc. Mais pour ces sujets qui nous inquiètent ou qui nous ont taraudés dans la pratique, ça serait bien de pouvoir en discuter à tête reposée avec les intervenants. Après, il faudrait aussi c'est comme toujours, on peut se demander si les personnes qui assistent, qui répondraient oui, présents à ce genre de réunion, sont pas forcément ceux qui sont d'emblée déjà plus motivés, plus questionnés et qu'on n'arrivera pas à toucher les autres. Mais bon, au moins, ça aidera à réfléchir autour du sujet. Et ça me donnait aussi l'occasion, puisque tu as cité Christophe et il y a un de ces posts qu'il a écrit comme question,
il disait le fait que le patient, même avec une altération cognitive modérée, il peut arriver à discuter, etc. Mais le problème que moi je trouve dans l'urgence, c'est le fait que le patient n'avait pas vu venir cette situation. C'est-à-dire le malade qui présente une péritonite, en effet, il avait peut-être imaginé qu'il aurait une pneumonie ou qu'il aurait un jour un AVC, puis etc. Mais il n'avait pas imaginé la péritonite. Et là, il est aux urgences, on est en train de lui dire, monsieur, vous avez une péritonite, c'est une chose vraiment très grave. Le seul traitement qui pourrait éventuellement vous tirer de là, c'est une opération, mais c'est une opération lourde, vous allez en sortir très probablement avec une poche, et je ne sais même pas vous dire si vous allez vous en sortir, parce que ça va être derrière très difficile pour vous de récupérer de ça. Et mon expérience, c'est que quand on confronte les gens à ça, ils disent toujours, eh ben, écoutez, tentons. Voilà, tentons. Et c'est là où j'ai entendu Séverine et je me disais, est-ce que peut-être des fois, ce n'est pas le discours qu'il faudrait leur tenir et il faudrait d'emblée leur dire, vous avez une maladie très grave et on n'a pas de solution à vous proposer. Mais est-ce qu'on est honnête en disant ça? Est-ce que ça vous semble quelque chose d'acceptable? Alban, je ne sais pas si tu voulais répondre à cette question-là. Il y avait la Non, mais question très, des oui, IPA. très rapidement, je voulais répondre à des questions voilà, sur les IPA, parce que je vois les derniers commentaires là. Moi, je suis très favorable et je crois énormément justement aux IPA pour le versant préhospitalier et urgence. Je ne parle pas après pour votre versant réachir, bien sûr, mais pour ce versant urgence, je suis convaincu que la solution, puisque les médecins coordonnateurs sont difficiles à trouver, c'est une denrée rare, les IPA peuvent tout à fait être une aide fondamentale là-dedans, ça c'est sûr. Je voudrais Ouais, bien. donc ça fait une piste intéressante, c'est vrai, non? Alors, excuse-moi, du coup, je voulais juste répondre sur une question du chat aussi. Pourquoi demander aux médecins traitants de réaliser une information pour laquelle ils n'ont ni l'information ni le temps? Alors, je ne parlais pas forcément que des médecins généralistes, puisque je pense qu'un médecin spécialiste, quand il fait une annonce d'une maladie chronique dégénérative, doit pouvoir dire votre espérance de vie n'est pas bonne, hein. Et je vais prendre l'insuffisance cardiaque, pour lequel là, du coup, je suis un peu plus à l'aise, on va dire, qui fait pire que une partie de certains cancers. Je pense que c'est important de leur dire, vous avez une maladie grave pour lequel votre espérance de vie est diminuée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas trop, en fait, dans les études de médecine et qui probablement permettrait aussi d'améliorer ce pronostic, parce que le médecin généraliste se retrouve avec plein de pronostics différents. En fait, chaque pathologie va appeler un pronostic, que ce soit le diabète, une insuffisance cardiaque et autres. Alors, je voulais juste citer, parce qu'il existe un site qui permet d'évaluer à 1 an l'espérance de vie d'un patient et qui va intégrer le statut fonctionnel et la plupart des pathologies, en tout cas les grosses comorbidités, qui s'appellent e-prognosis, donc E, plus loin, donc PROGNOSIS, et qui permet d'évaluer, vous avez une partie aussi de votre interprétation clinique, c'est quel est le pourcentage de chances que le patient soit encore vivant dans 1 an. Et quand on fait ça, on se rend compte que parfois le chiffre est nettement supérieur à ce qu'on aurait imaginé en termes de mortalité, et que peut-être, parce qu'on le connaît, parce qu'on le suit, eh ben, on surestime complètement ses chances de récupération. Donc on peut estimer l'espérance de vie de son patient de façon chronique, en dehors de quelque chose d'aigu. Est-ce que la notion d'IPA, pour rebondir sur ce qui a été dit, on manque de temps médical, mais la problématique des urgences est déjà posée dans d'autres pays et Alban le sait bien avec la notion de paramédics. C'est comment on va chercher des informations avec une professionnalisation sans que ça soit un médecin qui le fasse. Après, il peut y avoir un médecin coordonnateur et ça peut se faire de façon pluridisciplinaire. Est-ce que ça pourrait pas être une solution parce que on aura ces situations de plus en plus et le système de santé, de toute façon, il ne pourra pas absorber, en tout cas, ces situations. Ça, on le sait. Est-ce que ça peut pas être une solution? Ça, IPA, autre chose, hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, avant les IPA, on a les infirmières d'équipe mobile de gériatrie qui font ça très bien, qui font ça toute la journée, qui sont hyper spécialisées, alors qui n'ont pas suivi de formation IPA parce qu'il n'existe pas pour l'instant d'IPA spécialisé sur la gériatrie, c'est c'est pathologie chronique tout court, et qui sont hyper pertinentes, qui peuvent faire des tests cognitifs, qui vont aller chercher la fragilité et qui vont être capables de rendre compte tout à fait sur mais après un temps de, je sais pas, c'est 1 heure 30 au minimum par infirmière. Mais tout à fait, c'est tout à fait possible. Et c'est des gens qui peuvent sortir tout seuls avec, il y a aussi l'assistante sociale, hein, ça reste des équipes pluriprofessionnelles, une ergothérapeute, une kiné. Tout ça, ce sont des professions qui vont participer au dépistage et au repérage de cette fragilité. Mais les IPA, au même titre, je dirais. On arrive au bout de 7 heures. Je pense que
bon, j'espère que Pablo, on a obtenu en tout cas des questionnements, c'est ce qui nous intéresse quand même dans le champ de l'éthique, mais aussi des réponses. Et on voit bien, de toute façon, on ne pourra pas répondre aux problématiques de ressources humaines, de structuration, de nombre de lits, mais je pense qu'on peut anticiper. On peut anticiper ces situations-là pour ne pas avoir effectivement être dans le mur à un moment donné et puis de mal faire ou avoir le sentiment de mal faire parce que ça nuit excessivement à la qualité de vie au travail et la perte du sens qu'on peut avoir dans l'établissement de santé. Et j'englobe effectivement tous ceux qui prennent au quotidien en charge ces patients. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Alors, je vois, il y a quand même beaucoup de gens du CHU, quitte à faire autant, effectivement, en discuter, et puis bien évidemment, avec toute l'aide qu'on peut avoir en multidisciplinaire, de dire, bah, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir, parce que de toute façon, on l'aura. Et d'autres disciplines ont sûrement, Pablo, il y a la chirurgie urgente, mais il y a toutes les situations aussi urgentes pour lesquelles on se pose les questions. Les maladies neuroévolutives, c'est aussi une vraie problématique. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que là, on a ouvert quelque chose pour lequel on est tous conscients des problèmes. Et je pense que si on se met tous ensemble, on a moyen quand même de trouver les outils ou les chemins, en tout cas, pour arriver à quelque chose d'à peu près consensuel. Parce qu'on sera confronté à ça, donc la question était tout à fait pertinente. On ne peut pas aller plus loin puisqu'on avait dit 1 heure, mais je pense qu'effectivement, on a bien balayé. J'espère qu'on n'aura pas déçu, en tout cas les internautes. On a essayé de répondre au maximum. Un grand merci à vous, hein, c'était très interactif, très dynamique, et je pense qu'on a sauvé beaucoup de choses. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça pourra aller un tout petit peu plus loin avec les interlocuteurs ici présents et ceux qui étaient en webinaire qu'on connaît aussi parfaitement bien.